Le rôle de la liberté, moi j'ai jamais fait beaucoup de recherches, j'étais un néphrologue clinicien avec les moyens du bord. Effectivement, le fait d'être chef de service et d'avoir personne qui vous demande quoi que ce soit, c'est ça la liberté finalement. Alors on a soit la liberté de s'endormir, soit la liberté d'essayer de... Comme la grenouille qui essaye de faire du beurre en nageant dans sa jatte de lait. Vous savez. C'est ce que j'ai essayé de faire. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, parce que chaque fois que j'avais un papier qui sortait dans la mesure de mes moyens, j'étais content de montrer que j'existais. Voilà. Donc montrer qu'on existe est déjà amusant en soi. C'est pas une évidence, hein. Alors, première question, c'est pourquoi avez-vous choisi la médecine? Je n'en sais rien. Je pense que c'est parce que ma mère m'avait répété depuis que j'avais 2 ans que je serais médecin, et puis donc c'est venu comme ça. J'ai pas pensé à faire autre chose. Mais j'aurais bien préféré faire autre chose, d'ailleurs, histoire, archéologue. Non. Non, pas de regret. Non, pas de regret, parce que ça m'a beaucoup plu finalement. Beaucoup plu. Surtout les périodes où j'étais externe et interne. Meilleur souvenir de ma vie. Racontez-nous. Raconter? Oui. Ah. D'abord, c'était des concours écrits anonymes. Donc, il n'y avait pas de favoritisme. Si, à l'oral, peut-être de l'internat, mais enfin, on s'en sortait. Et puis après, les périodes d'externe et d'interne, à cette époque-là, étaient merveilleuses. Merveilleuses. Pensez donc, quand on était de garde, on n'était pas payé. C'est admirable. Et la néphrologie? Pur hasard. Ça, c'est une histoire, je ne sais pas combien de temps vous avez. Tout le temps. Je suis nommé à l'internat. Mes petits copains qui étaient fils de patrons, qui étaient recommandés, avaient leurs 4 années d'internat toutes faites. Et moi, j'avais rien du tout. À l'époque, on allait demander des places aux patrons. Et quand on n'avait pas ce qu'on appelait du courrier, c'est-à-dire des lettres de personnages influents, on vous jetait. Et alors, au bout de 1 mois et demi, mes collègues avaient un internat plein et j'avais pratiquement rien du tout. Je suis allé voir monsieur Amburger, avec une lettre d'ailleurs sans intérêt pour moi. Et monsieur Amburger m'a reçu très gentiment et m'a dit mon cher ami, je suis désolé mais tous mes externes sont nommés, je n'ai pas de place. Alors, comme tous les timides, parce que j'étais affreusement timide, j'ai explosé en disant « Monsieur, j'ai été nommé externe à mon premier concours, interne provisoire à mon premier concours, j'ai aucune place d'externe. Donc si je comprends bien, pour avoir une place chez vous, il faut être nommé tard. » Alors, le personnage était pleutre, finalement. Et il a eu un recul comme ça. Mais comme c'était Amburger, il a trouvé la réponse, il a dit « Ah, mon cher ami, vous savez, moi-même, j'ai été nommé jeune, j'ai rencontré de grandes difficultés. » Et à ce moment-là, j'ai eu une idée, inspirée par le ciel. J'ai dit « Monsieur, je crois que votre élève, monsieur Richet, vient d'avoir un service à Thonon. Est-ce que vous pensez que je puisse aller lui demander ?» Alors pour se débarrasser de moi, il a dit « Oh, c'est une excellente idée. Revenez demain. » Et le lendemain, je suis revenu, il m'a donné une lettre pour Richet. Alors je suis allé voir Richet, qui a regardé et qui a écrit « Recommandé par Amburger ».
Il m'a tout de suite engueulé, par principe. Hein. Et il m'a dit, je vous préviens, je ne prends les internes que pour 1 an. Alors comme je n'avais pas d'internat, moi j'étais très content et j'ai passé 1 an chez lui. Et puis après, bah, mon Dieu, j'étais de la maison Richet. Comme d'autres grands noms de la néphrologie française. Pur hasard. C'est le timide qui se fâche et qui obtient une lettre pour un autre. Enfin, vous voyez. À cette époque-là, la néphrologie était très proche de la réanimation en général. Et quand j'étais interne, j'avais fait beaucoup de réanimation dans mes stages. Sans compter d'ailleurs le fait que quand j'étais sous l'uniforme en Algérie, j'étais réanimateur transfuseur et que j'ai même fait tourner le premier rein dit de Necker, celui où on enroulait la cellophane pendant... Oui, ça c'est une aventure. Donc en fait, je m'intéressais à la réanimation et la néphrologie était très réanimatoire. Donc, et puis ça touche à tout finalement. Néphrologie, c'est de la médecine générale. C'est de la médecine interne, mais fait par des internistes compétents. Oui, oui, je l'aime, et puis elle m'aime aussi, d'ailleurs. C'est un amour partagé. Ah. C'était l'époque où M. Richet était allé aux États-Unis pour rapporter ce qui a été appelé le rein de Necker, qui était fabriqué par Usifroy. Vous n'avez pas connu ça? Ah, c'était extraordinaire. Il y avait une cuve de 100 litres, alors on remplissait, et puis il y avait un énorme cylindre grillagé, et on enroulait de la cellophane autour. Et ensuite, on faisait des montages. On faisait des montages avec des sortes de vis sur du plastique. Après, on branchait le pauvre malade par la veine fémorale. On mettait beaucoup d'héparine. Le sang, il y avait je ne sais pas combien, 3 ou 4 litres de sang qui tournait là-dedans. Alors de temps en temps, la cellophane se coinçait à l'entrée. Alors à ce moment-là, le malade se vidait ou se coinçait à la sortie. Et à ce moment-là, il commençait à exploser. Et puis au bout d'1 heure, il commençait à se répandre dans la pièce de dialyse une odeur méphitique. Alors on soulevait les draps, il y avait un mélénat absolument gigantesque. Il y en avait qui s'en sortaient quand même. Enfin, pour les plaies de l'abdomen, c'était pas une bonne chose. Je veux dire, les anuries après plaies de l'abdomen, je parle de l'Algérie, hein, c'est pas très bon pour la santé. Non, mais c'est vécu. C'est vécu. En tout cas, une balle, on avait appris à l'époque, une balle qui touche 3 organes dans l'abdomen, personne ne survit. Quand il y a une anurie après une plaie de 3 organes, alors on va dire rate, rein gauche et puis l'angle colique par exemple, 2 ça peut encore aller, 3 c'est un mauvais tirage. Combien de temps vous étiez en Algérie? 1 an à peu près. 1 an à peu près. Puis après, je suis revenu commencer mon internat. C'était avant l'internat ou pendant l'internat? Non, une fois nommé, on partait et on commençait son internat au retour. Bah, Monsieur Hamburger, j'ai peu de choses à raconter de Monsieur Hamburger.
Oh si, je pourrais, parce que j'ai jamais été chez lui, jamais. Il m'a fait 2 lignes qui ont valu que M. Richet a cru que j'étais recommandé par M. Hamburger. En fait, il voulait se débarrasser de moi. Je parle de M. Hamburger. Oui, sinon je me rappelle un épisode, la première réunion de la commission française d'hémodialyse, la première. Je ne sais pas pourquoi, on m'avait dit vous serez secrétaire. Alors j'étais à côté de M. Hamburger. Et toute la salle parlait, discutait. Et M. Hamburger, pendant ce temps-là, écrivait de sa belle écriture bleue. Il avait une écriture magnifique. Alors je regardais à côté. Il écrivait en faisant semblant d'écouter les autres, d'écouter la salle. Et puis, quand il avait fini d'écrire, il faisait un geste, tout le monde se taisait. Et il disait, écoutez, si j'ai bien compris l'avis général, alors que personne... Je pourrais proposer une motion du genre de... Alors, il sortait un texte impeccable. Personne... tout le monde est d'accord, très bien. Alors, nous passons au point suivant. Et il les a embobinés. Pendant 2 heures, j'ai vu un artiste travaillant sans filet. Un artiste. Che artiste. Quant à M. Richet, écoutez, l'interview dure combien de temps? Tout le temps que vous voulez. Alors, je ne peux dire que des choses gentilles. J'ai pas le droit d'être méchant aujourd'hui. Non. Un peu méchant? Écoutez, je vous raconterai un seul épisode. Vous savez que M. Richet était très grand. Et il y avait dans le service un pauvre petit homme qui avait eu une spina bifida, qui avait été opéré 25 fois et qui marchait avec 2 cannes. Et il voulait faire de la néphrologie, le pauvre. Et un jour, pendant la séance de présentation à M. Richet, dans la pièce, dans la salle de présentation, la petite salle étroite, près du service de réanimation, M. Richet était là et d'un grand geste, commence à commenter sur le pH urinaire, se recule, on entend « quick », il se retourne, et c'était ce pauvre petit homme qui était là avec ses 2 cannes. Et Richet le regarde et dit « Oh mon cher, vous étiez déjà aplati dans le sens de la hauteur, j'ai manqué vous aplatir dans le sens de la largeur. » Il avait parfois ses délicatesses. Il est devenu médecin conseil de la sécurité sociale. Le pauvre. Mais cela dit, je peux dire aussi des choses gentilles. Quand j'étais interne, j'ai vu M. Richet faire des diagnostics de divination. De divination. Je me rappelle quelques diagnostics où on lui dit bah, « Monsieur, voilà, il y a un entrant qui a dit « Mon cher, vous êtes sûr que ce n'est pas une endocardite de Leffler ?» Et de temps en temps, il avait une véritable divination. J'ai vu d'autres cas, un été où un malade déshydraté, où il faisait très chaud. Un malade déshydraté arrive, mais il n'avait pas vomi, il n'avait pas la diarrhée, il n'avait pas de sodium dans l'urine,
Alors, le maître, devant la pancarte, dit « Mais mon cher, c'est une mucoviscidose. » Ben oui. Et oui. Et de temps en temps, il était extraordinaire. Voilà une question difficile. Vous avez des mauvais médecins qui sont des très bons chefs de service parce qu'ils sont très bons organisateurs. Donc en fait, ils sont des grands maîtres parce qu'ils ont des élèves de première qualité. Le maître, c'est le patron. Donc un patron tout seul, c'est rien. Il faut qu'il ait des collaborateurs bien choisis. Et puis, je pense qu'un grand maître, c'est aussi celui qui travaille beaucoup, qui lit beaucoup, qui sait guider ses élèves pour écrire. C'est très complexe. Il y a toutes sortes de grands maîtres. Moi ? Mais moi, je suis un petit maître, moi. Je suis un petit maître. J'ai eu une carrière un peu chaotique. Et la seule fois où j'étais patron, si on peut dire, c'était lorsque j'ai été relégué dans un hôpital de la banlieue, hôpital universitaire si on veut, et où effectivement j'avais un service et des élèves, mais j'ai jamais eu le grand service que d'autres ont eu, et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, parce que quand on a un très grand service, on a trop de choses à faire, et comme j'étais relégué dans une banlieue, c'était pas tout à fait rue Pasteur, maladie des femmes, maladie des enfants, maladie des souris NZB, NZW. Mais comme j'étais relégué dans une banlieue lointaine, il y avait le choix entre m'installer confortablement et attendre la retraite, et personne ne me demandait rien du tout, ou publier tant que je pouvais avec les moyens possibles, de façon à ce on n'oublie pas. Eh ben, ça s'est pas mal passé finalement, surtout lorsque j'ai eu l'idée de mettre le premier syndrome néphrotique à la cyclosporine. Alors, je crois que j'ai été le premier à publier là-dessus chez l'adulte, et ça a fait du bruit. J'ai été invité aux États-Unis pour présenter la cyclosporine, et je crois que c'est cette époque. Si on m'avait donné un grand service parisien, je crois que j'aurais jamais rien fait. Je pense. Ça a été les 6 mois, mes derniers 6 mois d'internat. Je crois que c'était les derniers 6 mois d'internat où je suis arrivé chez Lissac, Jacques Lissac, à Boussicot, qui avait 12 lits de réanimation. J'étais son premier interne. Et il m'a laissé 6 mois faire toute la réanimation polyvalente. Alors j'arrivais à 6h du matin, je partais à 10h du soir. J'ai jamais eu 6 mois aussi extraordinaires. Alors, je faisais les trachéotomies, les intubations, je faisais tout. Il me faisait confiance, il m'a laissé tout faire. J'ai passé 6 mois absolument extraordinaires. Moi qui ne me lève que difficilement le matin, j'arrivais à 6h du matin à l'hôpital. C'est pas mon genre du tout. Hein. Je suis pas du matin.
C'était les 6 mois les plus extraordinaires que j'ai passés, mes derniers 6 mois d'internat en réanimation. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus comme maladie? Disons que j'ai bien aimé les syndromes néphrotiques. J'ai bien aimé les syndromes néphrotiques. C'est bien parce que comme on n'y comprend toujours pas grand-chose, c'est un sujet qui est toujours ouvert. Finalement, depuis Cotugno, qui est le premier qui a décelé l'albumine dans les urines, depuis finalement, on peut se demander si on sait encore pourquoi on a une protéinurie. Celui qui pourra expliquer véritablement le mécanisme de la protéinurie, je me demande s'il existe encore. C'est pas certain. Eh bien, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je passais la visite dans le service et il y avait une noire qui était littéralement en train de mourir de syndrome néphrotique. On avait tout essayé et ça allait vraiment pas bien. Et une de mes proches collaboratrices qui passait la visite avec moi dit, et si on la mettait à la cyclosporine? Alors je dis, à quoi la cyclosporine? Alors, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on a obtenu une rémission. Elle est gentille, cette noire. Pendant des années, elle m'a téléphoné pour me souhaiter des bonnes choses, avec son accent malien, et elle m'a fait des cadeaux. Elle m'a même envoyé, une petite pochette avec quelque chose, ou elle m'a même offert une montre. Malheureusement, une montre où il n'y a pas les secondes, donc on ne peut pas compter le pouls. Enfin, je la garde dans le souvenir. Voilà, non, en fait, c'est un peu un hasard. Et c'était le moment où les pédiatres, au même moment, les pédiatres et nous autres, comme on dit dans la belle province, nous autres, avons eu l'idée de mettre de la cyclosporine sur des bases physiopathologiques fausses d'ailleurs. Mais ça a bien marché, j'ai publié mes 6 premiers cas dans le British Medical Journal, alors qu'à la réflexion, si c'était maintenant, je pense que je les enverrais au New England. Alors c'est amusant parce qu'il y avait 3 cas de minimal change et 3 cas de FSGS. Les 3 minimal change ont une rémission complète. Les 3 FSGS ont une rémission partielle. Et si on retourne à mon papier, je dis, on peut penser que ce sont 2 maladies différentes. Et sur 6 cas, 3 plus 3, on peut continuer, on peut effectivement dire que ce n'est pas la même maladie. Enfin, vous savez, hein, un cas, c'est une anecdote. 2 cas, c'est une série. Mais 3 cas, c'est une statistique. Alors 6. Altre domande? Ah, moi j'ai vu ça avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'ignorance. Parce que moi, je suis d'une génération où, à part les petits poiridés de Mendel, la génétique, bon. Alors, ça, je ne devrais pas le dire, je devrais pas le dire devant les caméras, mais
j'ai quand même d'énormes lacunes, et en particulier la génétique, pour moi, c'est une terra un peu incognita. Alors, je regarde avec beaucoup d'admiration et je pense qu'on va continuer à découvrir de plus en plus de formes génétiques de syndrome néphrotique. Vous savez, quand on dit idiopathique, ça veut dire qu'on attend de savoir... et puis dès l'instant où on a trouvé quelque chose, on dit c'est plus idiopathique. Ça ne veut pas dire qu'on a aussi compris, les causes premières. Hein. Bon, donc la génétique, ça a été passionnant. Parce que maintenant, on se demande si tous les mois ou tous les 6 mois, il ne va pas sortir une nouvelle explication pour des syndromes néphrotiques. Et pas nécessairement d'ailleurs des FSGS. Hein. Je pense que pour les lésions glomérulaires minimes, on va en trouver aussi beaucoup, sûrement. Sûrement. Alors c'est là que je regarde avec admiration le travail des autres. Mais par bonheur, quand on vous demande d'écrire un chapitre de livre pour Oxford Textbook, par exemple, alors moi je suis chargé d'écrire FSGS. Mais heureusement, la génétique, c'est maintenant un autre chapitre, c'est cross-reference. Donc j'ai plus un mot à écrire là-dessus. Recherche, c'est un vaste programme, comme disait M. Clémenceau. Vaste programme. La recherche, il y a de la recherche qui a des applications cliniques rapides ou qui donnent des explications cliniques. On parlait de la cyclosporine tout à l'heure. Bon, à l'époque, on pensait qu'il fallait donner un immunodépresseur parce qu'il y avait une lymphokine qui donnait... jusqu'au jour où on a montré que la cyclosporine a une action antiprotéinurique qui n'a rien à voir avec son action immunodépressive. Et il y a mieux encore. Les corticostéroïdes, pareil. De sorte qu'on traite depuis très longtemps avec des immunodépresseurs qui sont en fait des antiprotéinuriques. Donc si vous voulez, la recherche vous explique pourquoi un immunodépresseur est efficace dans une maladie qui n'a pas de substrat immunologique. Donc on avance. On avance. Et le clinicien ou l'ex-clinicien regarde avec intérêt certaines de ces anticipations d'autrefois, parce que j'ai toujours dit que la cyclosporine, c'était peut-être pas uniquement un immunodépresseur. Et vous voyez sortir dans un prestigieux journal un papier qui vous dit oui, effectivement, ça empêche la dégradation de la synaptopodine et que c'est pas un mécanisme immunologique. Bon. C'est sûrement une occupation passionnante, à condition de continuer à voir quelle est la finalité de la recherche. Il faut chercher une finalité dans la recherche, c'est pas la recherche pour la recherche. Alors puisqu'on parle de recherche, moi je suis puisque je suis un peu éditeur d'une revue et que je reçois énormément de papiers, d'articles, etc. Bon, pour être un peu critique, je suis désolé de voir qu'en France, la recherche est tellement maltraitée que quand, par exemple, j'avais eu dans mon hôpital de banlieue une famille énorme, parce qu'ils faisaient tous 10 enfants, donc il y avait des merveilleux terrain pour un généticien. D'une maladie très rare qui avait été trouvée en Angleterre, une maladie inflammatoire très rare. Donc je me suis mis en relation avec un collègue qui est un très très bon généticien à Cochin. Je suis allé en Angleterre pour essayer d'avoir les cas, mais on ne les retrouvait pas. Ensuite j'ai trouvé un généticien anglais qui venait à Paris et on a commencé à attaquer cette famille pour trouver quel était le gène. Et quand on commençait à travailler la question à 3,
parce que dans le laboratoire de génétique en question à Cochin, ils étaient que 2, plus le clinicien. Le papier est sorti de San Diego la semaine d'après, avec une équipe de 25 chercheurs. Enfin, il y avait le patron, plus les fellows, plus qui avaient tous des noms coréens, japonais, espagnols, sud-américains. Donc là où on était 2 à essayer de trouver quelque chose, à 20, ils avaient trouvé en vitesse. Donc il est triste de voir qu'un pays comme la France continue en matière de recherche à travailler comme l'époque de Pasteur dans sa soupente. Et c'est un peu ça, hein, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Mais des choses vont sûrement s'arranger puisque nos hommes politiques nous le promettent. Je suis tout à fait optimiste pour le futur de la recherche en néphrologie. Ce que je souhaiterais, c'est que il y ait beaucoup de résultats émanant de laboratoires français, mais des laboratoires français de recherche, il y en a très peu. Je ne veux pas faire rougir certains de mes voisins d'interview, mais je dois dire que des Français qui sont capables de sortir la même semaine 2 articles dans le New England Journal of Medicine, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je me demande s'il n'y en a pas un seul en fait. Donc la recherche coûte au départ, mais elle peut rapporter 1000 fois ce qu'elle a coûté. C'est un peu comme la bourse, si vous voulez. Vous voyez, il y avait autrefois des vieux retraités en Finlande qui avaient acheté pour 3 kopecks des actions d'une petite société, Nokia. Et puis Nokia est devenu le numéro 1 des téléphones portables. Et leurs actions ont été multipliées par 100 000 à peu près, quoi. Bon, c'est un petit peu ça la recherche. C'est un peu comme la bourse, quoi. Il faut faire des paris sur les bons chevaux ou le PMU. Il faut faire le pari sur le bon cheval et à ce moment-là, ça peut rapporter beaucoup plus que ça n'a coûté. Mais si on n'investit pas au départ, c'est comme le loto. Seuls ont gagné ceux qui ont joué. La néphrologie européenne. Je crois que oui, c'est une bonne question. La néphrologie, si vous voulez, les résultats se jugent à la qualité des revues. Bon. La revue de la Société européenne de néphrologie, NDT, a un bon impact, mais enfin, bon. Cela étant, avec un nouvel éditeur qui est italien, de Reggio Calabria, avec ces efforts, je pense que le facteur d'impact peut être multiplié par 1,5 ou 2 en 1 an ou 2. S'il est très exigeant et très sélectif, il aide à faire monter le système. Donc c'est un jeu de tennis ou un jeu de ping-pong, c'est-à-dire que la revue stimule les productions de bonne qualité, les productions de bonne qualité stimulent le niveau de la revue, et tout ça c'est l'effort de quelques-uns qui permet d'avoir un résultat pour tous.
et d'échapper en partie à la dictature américaine. Vous vous rappelez, non, vous vous rappelez pas, mais il y a eu autrefois Scarron. Scarron était le premier mari de Madame de Maintenon. Et il avait fait mettre sur sa tombe Ségis Scarron qui ne fut rien, pas même académicien. Oui, c'est vrai que les Américains m'ont beaucoup invité. Alors, je pense qu'il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que la première, c'est que mon anglais est plutôt meilleur que celui des autres. Et c'est pas une plaisanterie, c'est vrai. La même présentation par un Français ou un Japonais, ils peuvent présenter des choses merveilleuses, mais personne ne comprend rien. Bon, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ma cyclosporine, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça les a pas mal impressionnés. Donc après ma première présentation en 85, ils m'ont réinvité parce qu'ils sont très avides de faire circuler les nouvelles informations, même si elles viennent de l'étranger. Donc ça c'est une chose. Maintenant, au point de vue coopération internationale, bon, je ne parle pas des invitations dans les congrès. Quand on a quelque chose à dire, ils vous invitent, et puis ils vous oublient très vite aussi. Mais je pense que avant de penser aux collaborations internationales, moi je prends l'exemple de l'Italie. Les Italiens sont capables de faire des travaux avec 10 ou 15 équipes différentes. Alors ensuite, les résultats sont rassemblés pour faire un très très bon papier. En France, pour essayer de travailler à plusieurs, de rassembler 5, 6, 10, 15 services de néphrologie pour faire un travail multicentrique, en France, on a l'impression que c'est pratiquement impossible. Et que ça serait plus facile, effectivement, de le faire avec des équipes étrangères. Alors là, l'individualisme français a quelque chose de néfaste en matière de production scientifique. Très néfaste. Donc, collaboration internationale, moi, en ce qui me concerne, de collaboration internationale, je peux dire que j'en ai assez peu fait. Un travail de recherche où j'allais porter des prélèvements congelés pour doser la vitamine D à Louvain. Donc je prenais dans ma voiture des petits tubes congelés dans l'azote liquide et les dosages étaient faits à Louvain. Bon, ça c'est le seul travail un peu de recherche que j'ai fait, qui a été publié d'ailleurs, qui n'était pas... Disons que c'était mon année recherche. Voilà, c'est l'année où j'ai été nommé et où j'avais pas de service. J'avais pas encore de service et où j'ai passé cette année-là à faire un travail sur la sarcoïdose et la vitamine D. Bon, mais sinon j'ai pas d'expérience de travaux internationaux. Simplement, dans une activité d'éditeur, je sais un petit peu, alors là je connais un petit peu la toile avec qui fait quoi et à qui il faut envoyer une critique d'article et ça c'est très très intéressant. Mais c'est assez passif, c'est passif. On reçoit l'information des autres, on sait quels sont les beaux travaux qui sont faits ailleurs, et puis on se sert des uns et des autres pour, dans l'intérêt de sa petite revue, en espérant qu'elle deviendra grande. Elle est toute petite, hein. Elle a 6 mois, elle ne marche pas encore. Qu'est-ce que j'aime à part la médecine? L'histoire. Et la peinture. L'histoire et la peinture. Plus en détail? Plus en détail? Disons que si je gagne au loto
il y a un très beau loto qui se prépare là, où il y a 10 millions d'euros à gagner et un euro million avec 73 millions cette semaine. Alors je vous conseille aux uns et aux autres, donc si je gagne à l'un ou l'autre, je crois que je commencerai à voyager, à aller de musée en musée. Et puis peut-être aller me joindre à une équipe d'archéologie pour aller gratter quelque chose à Corinthe ou un peu plus loin. C'est vrai? C'est vrai. Ben oui. C'est toujours cette dispersion. J'aime bien les chevaux aussi. J'aime bien les chevaux. Ils m'aiment bien. Enfin, ils m'ont occasionné une vingtaine de fractures quand même à l'époque où je sautais en concours. Mais enfin, je leur en veux pas. Finalement, c'est jamais la faute du cheval. De la poésie dans la médecine, mais la médecine n'était pas considérée comme une science, mais comme un art. Un art. La médecine que j'ai connue autrefois était un art. Et la bonne médecine continue à être un art finalement. Oui, oui, il y a de la poésie dans la médecine, bien sûr. Surtout dans le contact avec les malades. Oh, je pense que quand, à l'époque où on faisait des microponctions des tubules de rat, ou maintenant quand on va dans un compteur pour des isotopes, c'est pas nécessairement très poétique. Mais ce qui est poétique en médecine, c'est le contact avec les malades. La médecine, c'est quand même le malade. Et moi, j'ai adoré les contacts avec les malades. Et quand je dis contact, je vais vous dire, quand on passe la visite, il ne faut jamais être debout au-dessus du lit du malade. Je ne sais pas si vous avez été malade, accouché au moins, mais quand vous êtes dans un lit et que vous avez au-dessus de vous le médecin, il est dominant et vous êtes dominé. Donc la première chose à faire et à enseigner aux plus jeunes, c'est que quand vous passez la visite, il faut vous asseoir sur un tabouret plus bas que le lit du malade. Comme ça, c'est lui qui vous regarde d'en haut. Et la deuxième chose, c'est en faisant mine de lui prendre le pouls, de lui tenir la main. Et là, vous avez un contact physique, cutané. Et ceux d'entre nous qui ont été malades, ou qui le seront, se rendront vite compte que le médecin ne doit pas être au-dessus du malade, mais il doit être à côté et un peu en dessous. Et lui tenir la main. Enfin, le poignet. Alors, tenir la main, c'est très personnel. Tenir le poignet, c'est faire semblant de prendre le pouls. Et le résultat est le même. Non, il y a une poésie dans la médecine. Mais il y a une poésie dans la médecine clinique, la médecine d'autrefois. Certains de nos vieux maîtres d'une époque complètement révolue, celle où, quand j'étais stagiaire à l'hôpital Cochin, on était 120 dans le service et le patron passait la visite. Il avait une arthrose de hanche, alors il demandait à être assis et il disait montrez-moi la radio de poumon. Alors on lui montrait, il disait vous voyez mon cher, il a un hémithorax gothique et un hémithorax roman. Donc l'hémithorax gothique, il doit avoir une atélectasie. J'aime bien l'hémithorax gothique et l'hémithorax roman. C'est poétique, non? Ouais. À cette époque-là, c'est une époque dure. C'est une époque dure.
On regardait mourir les gens beaucoup. Et sans beaucoup de sensibilité finalement. Parce que si on était sensible... Moi quand j'ai pris mes fonctions d'externe, le premier jour on m'a dit, dites donc vous l'externe, là, vous savez qu'il y a une autopsie demain. À 19 ans, deuxième jour à l'hôpital, on vous a envoyé faire une autopsie. Enfin, j'ai été à cheval entre la médecine du 19e siècle, parce que c'était encore la médecine du 19e siècle, puis la médecine plus moderne, et puis maintenant que je suis un vieux monsieur, comme vous pouvez voir, je regarde la médecine scientifique qui se fait, et je trouve que les trois se suivent de façon très harmonieuse. Et d'être à cheval sur les trois, c'est un privilège, parce que dans 10 ans, personne ne connaîtra plus la médecine du 19e siècle, qui était très poétique finalement, assez cruelle, mais humaniste. Donc je crois que j'ai une certaine chance. Alors quand vous prendrez des sexagénaires, voire des quinquagénaires, dans les 2 années qui viennent, vous aurez des gens qui n'auront pas connu la médecine du 19e siècle. Je crois que ça se perd, parce que il y a une telle protection de l'individu qui fait que quand vous entrez dans une chambre de malade, il n'y a pas de nom. Il n'y a plus la pancarte où il y avait la température, la pression artérielle, les médicaments. Bon, il n'y a plus rien de tout ça, parce que si les visiteurs n'ont pas le droit de voir quoi que ce soit concernant le malade. Et maintenant, on peut plus, je crois qu'on ne peut plus faire entrer 10 étudiants en médecine ou 15 étudiants en médecine dans une chambre autour d'un lit de malade en disant, tiens, écoute, là, mets ta main là, mets ta main là, qu'est-ce que tu sens, mets ton stéto là, qu'est-ce que tu entends. Ça, c'est absolument impossible. Alors maintenant, on est en train de créer, ce qui existe depuis un certain temps d'ailleurs, des mannequins. Des mannequins pour apprendre aux étudiants à intuber, par exemple. C'est bien. Seulement, entre intuber un mannequin et intuber un malade qui va très mal, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas la même quantité d'adrénaline en circulation. Donc, à force de surprotéger l'individu, on finit par perdre pas mal en matière d'enseignement. Mais enfin, on verra ce qui se passe. Je pense que les machines ne remplaceront jamais le... Vous savez, quand on fait de la réanimation, on regarde, il n'a pas une bonne tête ce matin, ça va pas. Et puis on met la main là, on dit, oh là là, il a les genoux froids. Il a les genoux froids, ça circule mal en périphérique. Bon, ça c'est des choses de la médecine d'autrefois. Mais qui sont encore, c'est encore le cas en médecine vétérinaire. Si vous voulez savoir si un cheval va bien ou mal, vous dites faites-le trotter là, il dit ça va pas. On manque, il faudrait retrouver un petit peu de médecine vétérinaire en médecine humaine. Pas trop, mais un peu quand même. Je leur dis ce que disait Talleyrand, qui n'a pas connu l'Ancien Régime, n'a pas connu la douceur de vivre. E se non è vero è ben trovato. Faire de la néphrologie, je lui conseillerais, je lui dirais la néphrologie clinique est presque finie maintenant.
ça a été la meilleure spécialité de médecine interne. La meilleure. Où il y avait tout. Réanimation, rein artificiel, respirateur. Bon. On nous a pris tout ça. On faisait des biopsies rénales. Moi, je vais vous dire, à l'heure actuelle, je ne comprends pas pourquoi on apprend aux jeunes néphrologues à faire des biopsies rénales. C'est du travail de radiologue interventionnel. Radiologue interventionnel, il va chercher une métastase au fond du foie. Bon, je ne vois pas pourquoi il prendrait le risque de faire une biopsie rénale par un néphrologue. C'est périmé, ça. Alors, qu'est-ce que je dirais à un jeune? Je lui dirais, bon ben fais de la néphrologie, mais va dans un laboratoire de recherche. Va dans un laboratoire de recherche parce que c'est là qu'il y a des choses absolument passionnantes qui se passent. Passionnantes. C'est là qu'on peut avoir l'excitation artistique, intellectuelle. C'est plus le contact personnel, mais quand même. Celui qui identifie le gène de telle et telle variété de syndrome néphrotique, quand même, il touchera pas beaucoup d'argent pour ça. Mais je veux dire que il pourra se dire qu'il n'a pas perdu son temps en médecine. Non, la néphrologie maintenant c'est de la recherche. Enfin pour moi. C'est très peu de cliniques. Très peu de cliniques. Les autres spécialités aussi d'ailleurs. Regardez, moi j'avais fait de la neurologie autrefois et on faisait des diagnostics avec une épingle de nourrice. Maintenant, c'est est-ce qu'on lui fait une IRM ou pas? Non, un jeune, je lui dirais, fait de la recherche. Va donc à Thonon. Je ne saurais pas très bien où l'envoyer. Hein. Non, je l'enverrai à Thonon. Ouais. En souhaitant qu'il ait un... C'est un petit peu comme l'équitation d'obstacles. Il y a un moment où c'est plus le cavalier, c'est le prix du cheval. C'est-à-dire que si vous êtes héritier d'une grande chaîne de magasins, vous avez plus de chances de courir en concours internationaux que si vous êtes simplement monsieur tout le monde. Et j'ajouterais au jeune homme ou à la jeune fille, parce qu'il y en a de plus en plus, vous allez voir, les femmes, un jour, il va venir un jour où on va leur donner le droit de vote. Hein. Je le sens venir. Non, je lui dirais, écoute, va faire de la recherche. Ça t'apportera beaucoup de satisfaction intellectuelle. Mais j'espère que ton papa a quand même suffisamment d'argent pour te permettre de vivre. C'est un peu ça, finalement. C'est un peu amer. Mais... C'est désabusé. Ouais. Mais je force le trait. Je force le trait. Cela dit, je vais vous dire une chose. Je vais revenir à ma toute petite personne et à ma toute petite revue. Quand je vais à Gand, parce que c'est là qu'il y a le secrétariat, ou à Oxford, parce que c'est là qu'il y a les publishers. Quand je vais à Gand, je paye le voyage de ma poche. Et étant éditeur de cette revue, je paye l'abonnement. Je paye l'abonnement de la revue dont je suis éditeur. Honnête. Vous savez combien gagne l'éditeur de Kidney International, en plus de ses... pour être éditeur de Kidney International, qui est quand même... C'est plus que ma petite revue, mais combien est-ce qu'il gagne par an? 80 000 $. Et quand moi je m'occupe de ma petite revue,
et que je prends le train Thalys pour aller à Gand, je le paye de ma poche et je paye l'abonnement à la revue. Alors ça c'est peut-être que l'Europe a quelques progrès à faire dans ce domaine. C'est vrai, hein? Oh, c'est intéressant de regarder les conflict of interest statements des Américains. Conflict of interest, combien d'actions dans la compagnie machin, etc. Il y en a qui en ont 22. Ils sont conseillers de 22 compagnies pharmaceutiques. Conflict of interest, on n'en a pas assez en Europe. Moi j'aimerais bien, moi, avoir 5 ou 6 conflict of interest. Ça peut même, si on fait de la recherche, permettre d'acheter des rats Charles Rivers ou des quelques monoclonaux. Soyons modestes, hein. C'est pas un bâton de maréchal que d'être nommé éditeur d'une petite revue qu'on veut faire monter. Hein. C'est pas encore Nature Medicine. Hein. Mais enfin, chacun son petit niveau. Hein. Moi, quand je montais en concours, je montais à des tout petits niveaux, mais en fait, finalement, on se fait plaisir quand même. On se fait plaisir quand même. Alors, cela étant, ce qu'il faut, le vrai travail, c'est de trouver des gens qu'on invite à écrire des très très bonnes revues éditoriales et des choses de ce genre. Là, le niveau monte immédiatement. Et ils le font. Ils le font très gentiment. Très gentiment. Non, il y a beaucoup de bonne volonté quand même. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gens qui se dévouent à la cause publique, si vous voulez. Un certain civisme médical. Non, mais comme je disais tout à l'heure, je force le trait. Mais je pourrais aussi vous dire qu'il faut toujours être pessimiste parce que comme ça on n'est jamais déçu. Je suis pas entièrement pessimiste. Je suis un peu pessimiste quand même, mais je pense que si on revient à la néphrologie, au grand mouvement de la néphrologie dans le monde, hein, elle avance d'une façon remarquable. Hein, et tous les mois, on découvre un nouveau papier qui dit « mais c'est pas possible, on a encore trouvé ça ». C'est intéressant. Mais ça, c'est les quinquagénaires, ça, c'est les sexagénaires. C'est ceux qui seront interviewés l'année prochaine. Finalement, moi, j'ai sauté une année à cause d'une grève de contrôleurs. Ah oui. J'ai sauté une année à cause d'une grève de contrôleurs de train. Ah oui? L'année dernière, je devais aller à Bordeaux. Et le jour où je devais aller à Bordeaux, il y avait la grève, il y avait pas de train. Donc, je suis passé dans la catégorie des sexagénaires à cause d'une grève de train. Non, moi je crois que mon défaut, c'est d'avoir été touche à tout. Si on regarde mes publications, il y en a sur les infections de l'appareil urinaire, il y en a sur les syndromes néphrotiques, il y en a eu sur la lithiase, j'ai été beaucoup trop touche à tout. Alors, comme on a eu la gentillesse de m'inviter en tant que cavalier, l'équitation vous apprend une chose.
ce n'est jamais la faute du cheval. Quand ça se passe mal, c'est jamais la faute du cheval. Et c'est une très très bonne école pour dire les choses que j'ai pas réussies. C'est facile de dire c'est la faute de mon patron machin, c'est la faute de ci, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux autres. Il faut toujours se dire c'est ma faute, c'est de ma faute, j'aurais dû faire autre chose. Et alors parmi mes fautes, il y a le fait d'avoir été trop dispersé, peut-être de m'intéresser à trop de choses différentes. Voilà. Cela dit, j'ai eu quand même quelques chevaux. J'ai eu quelques chevaux qui m'ont quand même, qui ont failli me faire tomber quand même. Hein. Donc je ne dirais pas que je suis entièrement responsable des malheurs qui ont pu m'arriver, mais il y a eu des chevaux quand même qui n'étaient pas francs du collier. Enfin, je m'en suis sorti quand même, finalement. Donc la recherche, quand elle aboutit à des explications de ce genre, est fantastique. Mais vous savez, le rendement de la recherche, c'est comme suit des lampes électriques à incandescence, celles qu'on n'a plus le droit d'utiliser, vous savez, parce qu'elles produisent 90% de chaleur et 10% de lumière. Et la recherche, c'est ça. Il y a 90% de choses qui serviront jamais à rien et 10% qui, par hasard, souvent, servent à quelque chose aux cliniciens. Donc, on va dire que la recherche, c'est une lampe à incandescence qui a quand même un rendement de 10%, ce qui est pas mal.